Bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire Cardinal Sud, redémarrer en mode sans échec. Donc, je vous remercie de vous être rendu disponible pour participer à notre session, à notre webinaire. Je sais que la plupart d'entre vous sont particulièrement occupés en ce moment de par leur fonction de DRH, DRS. Tout le monde est en train de préparer le 11 mai, date clé annoncée par le gouvernement. Et dans le cadre du redémarrage ou de la reprise à compter de cette date, et au-delà, nous comptons vous apporter un certain nombre d'éclairages en lien avec la qualité sociale. Alors, quelques règles du jeu. Vous avez deux icônes. Une première icône conversée qui vous permet de m'envoyer des informations et je constate effectivement que certains d'entre vous communiquent déjà avec nous. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour dès à présent via l'icône conversée pour nous assurer en tant que conférencier que vous êtes bien connectés. Merci à vous. Vous avez une seconde icône qui vous permettra à certains moments lors de ce webinaire de prendre la parole. Je serai en mesure de vous donner la parole. Nous aurons deux moments d'échange au cours de cette intervention, au cours de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à lever la main, donc l'icône avec la petite main qui permet de prendre la parole durant ces moments-là. Eh bien, après cette courte introduction, je vous propose d'entendre Jean-François Guillot, donc président du cabinet, qui va introduire et poser le cadre de notre webinaire. Bonjour, Jean-François Guillot. Vous êtes tous professionnels DRH, DRS, en situation de crise aujourd'hui. Une crise assez exceptionnelle. Les crises sont toutes exceptionnelles, mais celle-ci est particulièrement originale par rapport à ce que nous avons l'habitude de vivre. C'est pourquoi un retour d'expérience, c'est pourquoi des échanges sont assez utiles. Et Cardinal Sud, toute l'équipe a choisi de dégager les principales lignes de force à tirer des enseignements chez nos clients actuellement en fonction de ce qu'ils vivent. Nous sommes au cœur de la qualité sociale, c'est notre métier depuis 25 ans et je vous remercie, là encore, je reviens sur ce qu'a dit Yvan, je vous remercie de vous être rendu disponible. Nos échanges seront riches et on démarre tout de suite avec Pascal Daubignet qui va nous parler des constats, notamment principaux, à tirer de ces événements. Pascal. Merci Jean-François. Bonjour à toutes et à tous. Oui, j'ai le plaisir, et je crois que le moment est venu, même si la crise n'a pas fini et surtout sa sortie n'a pas fini de nous surprendre, il est sans doute tout à fait pertinent de partager avec vous un certain nombre de constats et d'enseignements. Tout ça, évidemment, parce que nous sommes restés en contact permanent avec nos clients pendant cette période, nous allons évidemment le demeurer, et nous faisons finalement un point d'étape à partir de quelques constats et de quelques enseignements. Premier constat, il nous est donné au travers d'une statistique du ministère du Travail qui, il y a quelques jours, quelques semaines, nous indiquait la répartition par catégorie, en 4 catégories équivalentes d'ailleurs, des salariés pendant cette crise. Alors la statistique ne nous intéresse pas spécifiquement parce que d'une entreprise à une autre, cette répartition est différente évidemment. Mais nous en retenons, nous, des indications sur ce qui va se passer, ce qui se passe, ce qui va se passer au moment de la reprise. Ce qui concerne le regard croisé ou les regards croisés des salariés sur ce qu'ils ont vécu et sur ce que les autres ont vécu. Et nous pensons qu'un constat s'impose sur, et qui va impacter évidemment la cohésion du corps social de l'entreprise. Et ces catégories, nous les avons nous aussi reprises à notre compte de 4 manières différentes, ou en tout cas en indiquant 4 types de comportements, types de vécu de salariés pendant cette crise et au moment de la reprise. Il y a les courageux, ceux qui ont été mobilisés
physiquement, souvent, dans l'entreprise pour en assurer le fonctionnement minimal, vital. Il y a les acharnés à l'opposé qui ont, eux, à distance souvent, travaillé d'arrache-pied pour maintenir et surtout préparer la reprise. Ces acharnés seront vraisemblablement ceux qui, au moment de la reprise, auront à retrouver un rythme de travail adapté. Ils seront déjà vraisemblablement fatigués. Il y a l'autre diagonale qui comprend les déboussolés, c'est-à-dire des gens qui ont été partiellement en activité, partiellement donc au chômage, et en tout cas qui ont dû à la hâte organiser leur vie professionnelle et leur vie personnelle pour être présents dans autant que faire se peut dans cette période difficile. Et puis enfin, il y a les hors-jeux. Les hors-jeux qui sont des gens qu'on n'a pas sollicités, tout simplement l'entreprise n'a pas eu besoin de les faire travailler pendant cette période. Il est vraisemblable que ces gens vont être en difficulté de reprise, tout simplement parce qu'ils vont devoir retrouver un certain nombre de repères, le chemin de l'entreprise, les repères, et le corps social, la communauté de travail à laquelle ils appartiennent toujours. Il y a incontestablement, du fait de ce constat, un besoin de cohésion du corps social. Évidemment, et nous le savons tous autour de cette table, nous savons tous que la cohésion est nécessaire, évidemment, on vient de le dire, mais que la confiance dans le management est le levier indispensable à une reprise d'activité. Cette confiance n'a peut-être pas été d'ailleurs totalement détériorée pendant le confinement, mais elle est à remettre en scène. On sait en particulier que c'est le management de proximité qui est le premier lien du salarié avec l'entreprise. Mais on sait aussi que, grâce à une enquête récente de Opinionway et d'Empreinte Humaine, que 47% des managers de managers se trouvent actuellement en détresse psychologique. Donc, ce retour de la confiance via le management a une affaire gagnée d'avance, loin s'en faut. Il va vraisemblablement, c'est notre constat, il va falloir organiser le retour de la confiance du management et dans le management, en lui donnant notamment tous les moyens nécessaires, le support indispensable. On y reviendra tout à l'heure. Un troisième constat qui ressort de nos différents contacts pendant cette période et bien sûr qui se poursuivent, c'est que le corps social, les composantes du corps social, acteurs, organisations syndicales, représentants du personnel, managers, salariés, forment un ensemble qui est évidemment du fait du confinement et de la reprise est loin d'être organisé. Et le passage du plan de continuité vers le plan de reprise va certainement nécessiter de s'aligner, comme on le ferait de planète, si l'on peut dire, sur une perception à deux niveaux, une perception de l'urgence économique, on voit bien que c'est à travers d'actualités récentes que ce n'est pas gagné, et un alignement sur la perception des moyens nécessaires à mettre en œuvre pour rétablir remettre l'entreprise sur les rails. Donc la question de, je dirais, l'expression claire du sens, du bien commun, de ce que l'on a à faire ensemble maintenant, dans des conditions certes dégradées, mais qui doivent s'améliorer, on l'espère, jour en jour, est évidemment une question essentielle. Cela ressort de nos constatations multiples auprès de nos clients. On voit bien que, de fait, besoin de cohésion, je viens de le dire, besoin de rétablissement de la confiance dans le management et du management, salarié vers le management, et l'expression d'un clair, précise de ce qui va faire ou doit devenir impérativement bien commun est quelque chose d'essentiel. Et nous accompagnons évidemment des entreprises qui sont déjà engagées sur les réponses à apporter à ces trois besoins. Le premier besoin qui s'exprime au travers donc de la nécessaire cohésion, c'est une réponse qui met en scène l'entreprise. Mettre en scène l'entreprise, c'est par exemple mettre, même en effectif réduit, mettre à bord toutes les fonctions nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Certains
certains grands donneurs d'ordre du secteur de l'automobile ont montré que même à cadence ou en tout cas à production minimale, réduite, et qui va vraisemblablement monter en charge progressivement, eh bien, dès le départ, l'ensemble des fonctions sont à bord, les interfaces qui sont évidemment cruciales dans le respect des process, aussi le respect des fonctions des uns des autres, c'est présence obligatoire, même en effectif réduit, de l'ensemble des fonctions, nous paraît une bonne pratique pour remettre l'entreprise en scène, et j'ai envie de dire en selle, d'une certaine façon. Il y a une deuxième expérience que nous avons observée qui nous paraît une bonne pratique pour mettre l'entreprise de nouveau en scène, c'est la capacité que les entreprises, la mobilisation qu'elles mettent dans la concertation quotidienne, et j'insiste quotidienne, dans l'articulation entre la montée en charge et évidemment les mesures de protection. Alors, le terrain judiciaire nous a montré il y a peu qu'un grand groupe qui avait, semble-t-il, ignoré cette articulation nécessaire entre il faut non seulement continuer le travail, mais l'augmenter et prendre les précautions d'usage, eh bien cette entreprise a été évidemment rappelée au règlement, si je peux dire. Donc, cette articulation montée en charge et mesures de protection est évidemment indispensable. Ça ne s'invente pas dans le bureau du 18e étage de Tour Défense, ça se co-construit sur le terrain, évidemment. La même chose d'ailleurs concernant la remise en scène de l'entreprise, ce qui traite de l'organisation du travail. Les entreprises qui étaient réticentes à la mise en œuvre du télétravail se sont engouffrées finalement dans cette solution de dépannage. Il n'y avait pas d'autre. Et donc, on sait bien qu'un certain nombre de télétravailleurs, et d'ailleurs l'enquête Opinionway dont je parlais tout à l'heure le montre également, manière d'entrer dans ce nouveau mode d'organisation va poser un certain nombre de difficultés, notamment d'ordre psychosociologique. Il est donc question de ne pas ignorer cette réalité, il est même question plutôt de l'intégrer, c'est ce qu'en tout cas font des entreprises que nous accompagnons, mais en l'encadrant. Et surtout, chose extrêmement importante, en observant qu'il est impératif de former le management à la gestion du télétravail. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Et là, effectivement, il y a des expériences qui nous montrent que c'est payant d'accompagner le management dans l'intégration de cette forme d'organisation et donc des télétravailleurs à l'entreprise de manière générale. Ça c'est le premier enseignement. Donc, un premier enseignement qui dit finalement co-construisons cette remise en scène de l'entreprise. Deuxième enseignement qui est issu de nos expériences, de nos rencontres, de nos accompagnements auprès de l'entreprise, c'est évidemment le fait de reposer le cadre, de remettre le management en scène en lui donnant les moyens. Alors, le premier acte de ce remise en cadre du management, de instauration du cadre managérial, c'est évidemment l'accueil. Et nous avons observé que des entreprises qui solennisaient, presque dramatisaient, en tout cas formalisaient très très fortement l'accueil des salariés à la reprise du travail, marquaient ainsi suffisamment les esprits pour que, de nouveau, la communauté retisse ses liens avec les exigences de travail ensemble, de sécurité. Évidemment, c'est indispensable par les temps qui courent, et on espère d'ailleurs que ça durera. Ça se pose aussi de la part du management de toute la ligne managériale, et en particulier de la direction de l'entreprise, que ce management, et je reviens au management de proximité, dispose d'un temps organisé d'écoute individuelle et collective indispensable. Il l'était, mais il l'est encore plus évidemment au moment de la reprise, en particulier en montrant une sensibilité toute singulière aux risques psychosociaux qui sont nés, non pas cette fois dans les injonctions diverses et variées à l'intérieur de l'entreprise, mais qui sont transportés de l'extérieur parce qu'on le sait, beaucoup de gens ont vécu assez mal, même très mal, cette période de confinement. Et ils vont revenir avec tout ça dans l'entreprise. Ne pas y être sensible, ne pas y être en tout cas attentif au moment de la reprise de travail, c'est sûrement pas réussir une reprise en mode sans échec. Là, évidemment, le binôme RH et manager va être aux premières loges, son renforcement, la fluidité des relations entre
entre les deux, la fluidité de la relation, la communication à l'intérieur de la ligne managériale et la force de ce binôme RH-manager à proximité du terrain, c'est évidemment une bonne façon de répondre à cette question, de reposer le cadre du management. En fait, la bonne réponse, c'est intégrer. Troisième enseignement, qui nous paraît là aussi, qui ressort de nos expériences et de notre accompagnement d'entreprise dès à présent, c'est ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, y compris et notamment des routines de communication dédiées. Alors dédiées parce que c'est le process qui l'exige, c'est l'activité de l'entreprise, ça s'appelle la planification de ses opérations, et dédié aussi à la gestion de la crise et des mesures mises en œuvre. Pour cela, il y a évidemment la fluidité, la rapidité avec laquelle les questions sont remontées, tracées, et les réponses tracées, tout ça va jouer évidemment dans le sens d'une facilité de reprise, parce que la confiance de fait va s'installer de nouveau et parce que la communication va reprendre son rythme et même éventuellement être beaucoup plus présente que par le passé, en tout cas avant la crise. Dans ce lien avec la communication, dans ce lien entre les salariés, les différentes fonctions d'entreprise, évidemment, les IRP ont un rôle, les instances représentatives ont un rôle essentiel. Il y en a qui sont dédiés, c'est leur rôle, c'est CSSCT, et quand ils existent, représentants de proximité. On a constaté avant la crise que la CSSCT avait du mal à trouver son positionnement. C'est l'occasion, sans doute, et Jean-François y reviendra, c'est l'occasion de lui redonner toute sa place, en relation ou non, avec les représentants de proximité. Il y a enfin un point essentiel qui doit aller au-delà, nous permet d'aller au-delà des routines de communication, c'est la capacité d'une direction d'entreprise à co-construire, à travailler avec son CSE, en général CSEC, voire les CSE, non pas sur le plan de reprise détaillé, mais sur ce qui va l'influer, sur ce qui va le faire vivre dans le temps, car la compréhension des facteurs externes et des facteurs internes qui vont remettre l'entreprise en scène, le partage de la connaissance de ces facteurs est évidemment à nos yeux tout à fait essentiel. Concernant ces expériences qui nous sont données par des clients, nous pouvons vous dire qu'en réponse à un besoin de co-construire, adresser correctement le besoin de co-construire, adresser correctement le besoin d'intégration, adresser correctement le besoin de fédération, en particulier des instances représentatives du personnel, c'est incontestablement un bon moyen de reprendre sans échec. Merci Pascal de cette intervention sur nos 3 constats, nos 3 enseignements. Je vous propose dès à présent, si vous le souhaitez, de prendre la parole, de prendre dès à présent un premier moment d'échange ensemble. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous demander via le chat ou avec la fonction lever la main, prise de parole. Je peux vous la donner avec grand plaisir et dans ce cadre-là, je pourrais bien évidemment vous faire intervenir. Donc, est-ce que parmi les participants, certains d'entre vous souhaitent déjà réagir à cette première intervention de Pascal Daubigné qui met en évidence à la fois les constats et les enseignements? Pascal, en attendant, est-ce que tu peux peut-être rappeler rapidement nos 3 constats et 3 enseignements, simplement pour que tout le monde les ait bien en tête, les mots-clés associés à chaque constat et chaque enseignement. Tout à fait, Yvan. La crise a frappé le corps social de l'entreprise en le distendant, le fracturant d'une certaine façon en plusieurs catégories et risque de durer, si l'on n'y prend pas garde, la généralisation, les stigmatisations, des regards croisés des salariés les uns vis-à-vis des autres quant à la position qu'ils ont dû adopter pendant la crise, qui va sans doute durer un peu. Et donc, il y a un défi ou un challenge ou un besoin d'entrée de jeu, c'est notre constat,
de cohésion du corps social, de retrouver de la cohésion pour ressouder cette communauté de travail. Il y a un deuxième constat qui est celui de la confiance que le management doit retrouver. On voit bien qu'il n'a pas, pendant cette période, lui aussi, a été plus ou moins éloigné de l'entreprise. Il a soit absorbé des tâches absolument considérables de management à distance de l'ensemble des équipes, ou à l'inverse, a été un peu relégué comme d'autres, parce que sa mobilisation n'était peut-être pas jugée nécessaire ou utile. Dans les deux cas, on observe que le retour du management le retour de ce management à son poste, ses responsabilités, passe par une restauration de la confiance qu'il doit ressentir à l'égard de la direction de l'entreprise, de façon à ce que lui-même d'ailleurs puisse accueillir les salariés et redonner et participer de ce retour de la confiance. Donc, retour de la confiance dans le management et du management. Et puis, un troisième élément qui me paraît important, c'est que les visions de la situation de l'entreprise et ses perspectives ne sont pas immédiatement partagées. On l'a vu au travers de l'actualité récente, l'expression de centrales syndicales en particulier, Jean-François y reviendra, des salariés qui ne suivent pas immédiatement ce qui devrait être mis en place parce que non seulement on a des peurs, mais parce qu'aussi on ne comprend pas bien ce que l'on cherche à faire et à quel rythme on va le faire. Donc cet alignement sur une vision partagée de la situation et du lendemain paraît évidemment nécessaire. Donc un constat qui nous amène à dire il faut remettre de la cohésion, il faut remettre de la confiance et il faut exprimer clairement ce qui va être le bien commun de l'entreprise dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Alors, on a observé des entreprises qui travaillent sur ces éléments, je les rappelle. Il y a dans certains secteurs des entreprises qui ont pris un soin tout à fait particulier à remettre en scène l'ensemble des fonctions, même à effectif réduit, qui ont veillé à articuler systématiquement plan de reprise et évidemment mesures de prévention, ça va de soi, sur le terrain, pas sur le papier, pas seulement à l'intérieur du DER, mais aussi sur le papier, sur le terrain, pardon. Et puis des entreprises qui ont bien compris que le télétravail, ça s'organisait, ça se prenait tout à fait en compte, il ne servait plus à rien maintenant d'en faire obstacle, mais par contre, ça se manage. Et le rendez-vous qui est donné par ces entreprises à son management, c'est précisément de savoir manager ce télétravail. Donc un enseignement de co-construction nécessaire. Un deuxième enseignement, c'est celui de l'intégration de l'ensemble des managers et des salariés dans un cadre. Ça fait référence aux expériences notamment que nous connaissons chez des grands groupes qui ont créé des gammes managériales, qui ont formé les managers au feedback permanent croisé, manager, pour s'assurer qu'effectivement le cadre est compris, le cadre est respecté individuellement et collectivement. Ça s'appelle, pour ceux qui le savent, la culture juste. Et puis, troisième élément, troisième enseignement qui nous paraît important, c'est d'être capable, avec les organisations syndicales et surtout les instances représentatives, de remettre en fonctionnement des temps de consultation sur les éléments généraux, mais aussi des temps de mise en œuvre pratique sur le terrain. Alors, enseignements généraux, partage de vision évidemment avec le CSE, mise en œuvre sur le terrain. Merci Pascal. Nous avons une réaction. Donc, je laisse la parole à Monsieur Soé. Oui, merci Yvan, merci Pascal. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Impeccable. Non, merci. Je trouve ça très intéressant. Ma question, c'est plutôt, est-ce que vraiment il n'y a pas des entreprises qui ont, au contraire, renforcé le lien avec les salariés ou, au contraire, établi un lien de confiance plus fort? Moi, mon expérience, elle est presque inverse. C'est-à-dire que malgré l'anxiété, malgré les difficultés, les réactions qu'on a des salariés, alors je ne parle pas des salariés français spécifiquement, mais dans le monde entier, une réaction très positive des décisions prises pendant la crise qu'on a pu mesurer par pas mal de canaux. Alors, est-ce que c'est parce que
on est plus internationaux, mais même les Français. Hein, j'ai eu une discussion avec le comité européen par téléphone il n'y a pas très longtemps pour leur expliquer qu'il n'y aurait plus de congés, qu'il n'y a jamais des trucs très agréables de la part des les syndicats n'aiment pas ça parce que c'est pas légal, etc. Et ils ont fini par dire oui, on comprend, c'est très bien, on vous supporte et on est fiers de travailler pour Sulzer et des décisions qui ont été prises. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus d'entreprises, d'une certaine manière, je vais pas dire, qui ont à la fois continué à avoir un lien et qui ont fait ça. En tout cas, moi, peut-être que je me trompe, peut-être que je vais avoir des surprises, mais de manière générale, le feedback est plutôt bon. Et on est aussi un peu spécifique parce qu'on a encore quasiment 90% des gens qui bossent d'une manière ou d'une autre, de manière, y compris des ateliers. Donc, c'est très, très différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même en France, où c'est plus compliqué, parce que nous, on a aussi d'activités en France, je trouve que finalement, la réaction des salariés est bien meilleure. Je n'ai pas une grosse angoisse à l'idée de réouvrir certaines parties qui ont été déconfinées. On s'y prépare, bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il n'y a pas plus d'optimisme quand même de la part des entreprises là-dessus? Ouais, c'est ça un peu. Est-ce que il y a est-ce une telle fracture qui s'est faite dans la crédibilité? Que je vois bien vis-à-vis du gouvernement, par exemple. Hein, ça, Oui. Oui, oui. Alors, Armand, merci pour cette expression ce contre-exemple finalement de ce qu'on observe effectivement, parce que il apparaît que des entreprises qui avaient dès le début du confinement, je dis bien dès le début, j'ai envie de dire dès le 17 mars, commencé de travailler à la reprise sous toutes ses formes, bien sûr, mesures de prévention. Travailler avec les représentants du personnel, représentants de proximité, CSSCT, quotidiennement à l'élaboration, un peu théorique au début, en tout cas dans un contexte pas évident, puis progressivement mis en œuvre évidemment, avec donc une direction d'entreprise qui avait travaillé avec ses élus et aussi son management, atelier par atelier, service par service, pour s'assurer que le jour J, le D-Day, on serait prêt. Eh bien, ces entreprises rejoignent votre sentiment. C'est que, je dis bien votre sentiment, parce que, encore une fois, la reprise va être progressive. Et les questions de cohésion, les questions d'adhésion au sens commun ou au bien commun, à mon sens, bien qu'il y ait qualité de dialogue social, bien qu'il y ait grande préparation, ça reste un point de vigilance d'abord parce que malheureusement, on peut se retrouver de nouveau à être confiné. On peut être, par l'environnement extérieur économique, on peut se retrouver devant des situations très compliquées sur le plan économique précisément. Et donc, aujourd'hui, on est tendu vers une reprise en mode sans échec. Demain, on sera peut-être tendu vers au fait comment on fait pour durer, pour assurer la pérennité. Les questions de restructuration se posent évidemment déjà dans un certain nombre d'entreprises. Donc, tout ça reste fragile. Il y a effectivement des entreprises qui montrent qu'en s'étant préparées dès le premier jour, voire évidemment avant, parce que ce sont des entreprises où la culture du dialogue social est présente, les entreprises qui se sont préparées dès le premier jour bénéficient aujourd'hui d'un levier incontestablement, d'une facilitation de mise en œuvre de cette reprise. Nous disons simplement qu'en veillant en permanence à la cohésion, en veillant à ce que le management conserve la confiance, la retrouve le cas échéant. Il est en partie épuisé, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il s'est mobilisé précisément dans la reprise, pour la reprise. Et les salariés qui ont un autre vécu qui les a largement éloignés de l'entreprise pour certains, il va falloir reprendre les repères. Tout ça sont pour nous, au moins, à tout le moins, Armand, des points de vigilance. Je ne dis pas que c'est cata, mais il y a des points de vigilance et nous souhaitons avec vous partager cette vigilance. Il faut renforcer notre acuité. On n'est pas tout seul à bord. Les organisations syndicales et le management de terrain peuvent y participer, évidemment. Merci Pascal. J'ai donc une autre question, ce qui m'a été posé cette fois-ci par le biais du chat. Avant toute chose, je vais quand même demander à Monsieur Soé si vous souhaitez éventuellement compléter le propos de Pascal. Non, merci, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est, alors je ne sais pas le prénom, c'est, j'ai pas vu, mais quelqu'un qui réagissait justement. Alors attends, je regarde sur le chat.
Alors, on fait Thibault, peut-être référence. il y a quelqu'un qui disait, j'ai plus vu, mais qui disait il y a un fossé entre ce que les gens ressentent derrière un ordinateur et ce qu'ils sentent vraiment. Ça, je le sens bien. Et je l'imagine bien. Ce que je trouve très intéressant dans la présentation qui a été faite, c'est un des tout premiers slides, c'est il y a 4 cadrans avec les gens qui sont acharnés, ceux qui sont déboussolés, ceux qui sont hors jeu. Là où je pense qu'il y a un truc très intéressant, si on va maintenant sur la dynamique individuelle et non plus collective, c'est que cette crise, elle joue un rôle d'accélérateur à plein de niveaux. Et ce que je vois, alors ça ne va pas plaire à nouveau, mais ce qu'on voit très vite finalement, et c'est une réflexion sur le mot-fils, on voit ceux qui peuvent tenir le choc et ceux qui ne peuvent pas tenir le choc. Parce que immédiatement, ceux qui sont incapables de gérer des agendas de manière autonome, ceux qui ont besoin d'être au bureau pour travailler et qui n'arrivent pas à fonctionner dans cet univers, dans un moment où de toute façon tout le monde va devoir se préparer à des réductions drastiques, c'est un révélateur en fait. Et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont désemparés, malheureusement, et ça c'est un constat cette fois-ci nettement moins positif, mais c'est une façon de clarifier en fait. Je parle en tout cas je parle pas des ouvriers. Les ouvriers, on a ce qu'on a, mais ça va faire. C'est vraiment un truc qu'on voit très très nettement maintenant. Effectivement, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus anxieux parce qu'ils voient ils étaient dépassés avant, mais cette fois-ci, c'est visible. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur Soé. J'ai une autre demande d'intervention. Donc, j'active le micro de Monsieur Mistelli. En principe, allô? Activez peut-être votre micro directement depuis votre PC. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, bonjour. J'ai effectivement appuyé sur un mauvais bouton. J'ai écouté avec grand intérêt, bien évidemment, l'intervention du PDG de Carrefour. On a l'impression que quand on écoute Bompard et quand on écoute Bazin, qu'il y a une accélération du dialogue entre les organisations syndicales et le management. Et est-ce que vous confirmez ce phénomène? Comment est-ce que vous l'expliquez? Et quels sont les enseignements qu'on doit tirer de ça je dirais, pour les mois à venir, surtout pour la préparation, bien évidemment, du déconfinement? Alors, merci, monsieur, pour cette question. Je vous en prie. Vous anticipez un tout petit peu, à mon sens, l'intervention qui va venir de Jean-François, centrée en particulier sur les acteurs du dialogue social. Et donc, je vais lui laisser soit le soin de répondre, soit de vous demander d'attendre son intervention. Oui, attendons. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors, j'ai eu effectivement via le chat, et ce sera avant d'enchaîner justement sur le point suivant, une remontée que j'aimerais partager avec vous. Ça concerne cette fois-ci, je vous en donne connaissance, du point de vue du management, ça concerne effectivement cette première séquence de Pascal, du point de vue du management opérationnel et fonctions métiers, travail en mode transversal. Cette situation de crise a pu dans certains cas recréer des silos entre les fonctions ou surcharger certaines fonctions, les invisibles de l'entreprise, et mettre d'autres en roue libre. D'après vous, quel est votre regard sur ce point et votre réflexion? Voilà, je voulais partager quand même avec Pascal et avoir ton regard par rapport à ce point sur le rôle du management, les fonctions transversales et les invisibles notamment. Je l'ai évoqué trop rapidement. Évidemment, nos clients, ceux que nous accompagnons depuis le début, sont tout à fait sensibles à ces questions de cloisonnement entre fonctions, des transversalités qui ne se font plus réellement, car la distance, je dirais les visioconférences sont évidemment nécessaires, elles sont utiles, mais ne permettent pas les ajustements que les organisations parfois très complexes, je pense au matriciel à 3 ou 4 dimensions, c'est ça aussi, hein, la transversalité, tout ça est rendu un peu compliqué avec, malgré la puissance et la performance de nos outils de communication. Ce sont les ajustements du quotidien qui ont pour l'essentiel disparu. Même si on a gagné du temps en précision, en clarté, dans la tenue des réunions
et des échanges qui sont planifiés en principe, qui se font sur des thématiques identifiées, avec des supports, des documents qui sont nécessairement préparés en amont et qui donnent lieu à des comptes rendus ensuite, parce que sinon personne ne peut réellement travailler. Mais ce que je crois est à rétablir le plus vite possible, c'est ce que j'appelle les interfaces, c'est-à-dire les interfaces, ces ajustements du quotidien qui permettent à des entreprises industrielles comme tertiaires de fonctionner, et en particulier de fonctionner avec les fonctions support, les fonctions transverses. Un exemple très concret, c'est celui de la gestion de projet, par exemple. Comment rétablir? Alors, on a des outils tout à fait performants qui permettent de la gestion de projet à distance. Les SS2I internationales, les grands savent parfaitement le faire. Mais on sait bien aussi, parce qu'on accompagne ces entreprises, on sait bien aussi que beaucoup de choses se font à côté de ces réunions très structurées, très cadrées de gestion de projet avec les équipes. C'est ces ajustements à la marge qui contiennent énormément de valeur ajoutée, qui devront être rétablis rapidement dans l'entreprise. Donc, faire sauter les cloisons, oui. Retisser du lien, c'est indispensable. Oui, c'est évidemment indispensable, avec en partie des outils structurants, mais pas que, évidemment, beaucoup de relationnels. Incontestablement, le physique va devoir retrouver, à mon sens, sa place pour garantir un décloisonnement efficace. Merci Pascal. Je vous propose, et j'ai une autre question qui concerne effectivement le retour à la normale ou la possibilité d'un retour à la normale post-crise, qui fait une différence entre la crise et l'accident. Je vous propose d'aborder ce sujet à l'occasion de notre seconde séquence, c'est-à-dire qu'on va aller sur tout simplement les conditions, modalités qui vont nous permettre de procéder justement avec nos managers, nos organisations syndicales, nos représentants du personnel à un redémarrage sans échec. Je vais donc vous proposer, et je vais donner la parole à Jean-François dans ce cas, je vais donc vous proposer d'écouter Jean-François Guillot pour aborder les modalités, les conditions de ce redémarrage sans échec. Merci Jean-François. Merci Yvan. Effectivement, la dernière question sur la crise et la transversalité est intéressante car on le sait, je ne vais pas vous refaire le coup de l'idéogramme japonais ou chinois, d'ailleurs plus personne ne sait si c'est japonais ou chinois, qui signifie crise, à la fois danger et opportunité. Ce qu'on remarque en revanche, c'est que dans toute crise, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit client, qu'elle soit sociale, qu'elle soit industrielle, type crise qualité, on observe deux phénomènes concomitants et parallèles. Le premier phénomène, c'est le fait que nous nous sentons en difficulté personnelle et collective au sein d'un service et que donc on se rabat sur la zone de confort, c'est-à-dire sur ce que l'on sait faire. Et c'est ça la première raison de création de silos. Et symétriquement, parallèlement, on est capable, parce qu'on sait que la crise peut être grave et dangereuse, on est capable de vouloir retrouver de la fluidité, de l'envie de travailler avec les autres pour partager la grande aventure qui consiste à sortir de cette crise. Ces deux phénomènes sont parallèles, sont symétriques, existent de manière concomitante. On les trouve toujours dans toutes les crises. Et dès lors, tout l'enjeu pour les parties prenantes, direction, manager, syndicat, manager de proximité, c'est vraiment d'accentuer le côté positif de la crise qui est donc certainement pas le repli sur soi. Pour une raison simple, tout à l'heure le mot interface a été utilisé. On sait très bien aujourd'hui en logique d'organisation que la valeur ajoutée d'une entreprise se crée ou se dissipe aux interfaces. D'où l'intérêt de profiter de la crise, de rebondir sur la crise, qui est non pas un mur, mais un véritable tremplin pour promouvoir des manières différentes de travailler, mais en étant également lucide, la révolution arrive peu. Parce que pour parler sociodynamique, on ne peut changer réellement une organisation, on ne peut changer réellement la culture d'une entreprise qu'en pratiquant le saut de l'ange, ou alors, c'est-à-dire en réalité le lâcher-prise total et en expliquant de A à Z, voilà ce qui se passe, ça ne marche plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça se rapproche plutôt de pratiques que vous allez retrouver dans la mise en place
d'une entreprise libérée, mais c'est une autre histoire. Revenons au mode syndical, qui est mon point de démarrage de l'analyse. Quels sont les ressorts et les motivations aujourd'hui des acteurs du paysage syndical? Schématiquement, nous identifions chez nos clients 3 situations qui, automatiquement, créent 3 dangers afférents qui en découlent. Prenons un paysage assez classique chez vous, certainement, et en France, en tout cas pour ceux que je connais. Majoritairement, votre paysage est constructif. Les syndicats sont donc réellement représentatifs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de remonter les attentes, les besoins, les inquiétudes, les heurts et malheurs du terrain, et vous pouvez en faire quelque chose en tant que direction, quelque chose d'utile, de constructif. Jusque-là, tout fonctionne bien. Prenons l'exemple de PSA, c'est paru dans la presse, donc on peut en parler très facilement. PSA a souhaité reprendre assez rapidement, si vous vous souvenez, pratiquement 4 semaines. Et la CFTC et la CGC, PSA, qui ne sont pas particulièrement renommés pour être des syndicats révolutionnaires, ont fait paraître des communiqués pour expliquer que c'était trop tôt et que c'était dangereux. En effet, le social a beau être parfaitement positif, constructif chez PSA, le danger est simple, comme dans toutes les autres entreprises à paysage majoritairement constructif, c'est la volonté de faire business as usual. On fait le dialogue social comme avant. Et il a fallu, sur l'insistance de la CFTC et de la CGC de PSA, que la direction reprenne son travail, se rende compte des réelles difficultés, des réelles inquiétudes du terrain. Ça a pris 15 jours et cela aboutit à la signature d'un accord jeudi, il y a maintenant pile 3 semaines, qui est un accord tout à fait intéressant, à mon avis plus intéressant que celui de Renault, pour ceux que cela intéresse d'ailleurs. Mais c'est quoi ce danger-là? Si votre paysage fonctionne bien jusqu'à présent, en situation de crise, vous devez encore plus recueillir les attentes du terrain, car le danger est de choisir le confort. Deuxième situation et deuxième danger afférent. Des syndicats qui sont de très bonne volonté, très sympathiques, de très bonnes relations. La direction s'entend bien avec eux. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. 800 salariés en France, 4 usines, un paysage syndical formidable. Eh bien, un de nos clients se retrouve dans la mouise la plus absolue, car 2 usines sur 4 ont refusé de reprendre le travail. Et je peux vous garantir qu'on est dans des territoires de l'Ouest, dans l'agroalimentaire. On est dans des populations industrieuses vraiment formidables et des syndicalistes très positifs. Simplement, on a juste oublié une chose, c'est qu'en période de crise, l'irrationnel prend souvent le dessus. Dès lors, si l'irrationnel prend le dessus, comment peut-on canaliser, comment peut-on ramener ces peurs, ces inquiétudes, et comment peut-on dès lors ramener à une certaine dose de rationalité qui est nécessaire pour reprendre le travail? Et là, ce qu'on a mis en place avec notre client, ça a été une procédure qui a visé à dramatiser volontairement la reprise du travail. C'est-à-dire qu'avec les syndicats, avec les représentants de proximité, les managers de proximité, mais tout commençait dès l'accueil. Ça a été vraiment de dire, attention, vous rentrez dans une zone qui est sous contrôle, où la direction et les syndicats et les managers ont travaillé de telle manière. Et c'est comme ça qu'on a pu pallier finalement le manque d'activité syndicale, autrement dit, leur manque de dimension revendicative. En période de crise, vos syndicats, même si ça vous cause quelques difficultés, vos syndicats doivent être revendicatifs. Il faut donc densifier leur dimension revendicative, car cela montre un degré d'écoute, un degré d'attention qui est positif aux yeux des salariés, qui va les rassurer. Troisième situation et troisième danger afférent. Un paysage syndical qui est sans doute globalement positif. En revanche, une minorité forte ou une forte minorité influence à la fois le terrain, donc capitalise sur l'inquiétude du terrain, reconnaissons-le, en partie légitime, en grande partie légitime, vu la situation. Et dès lors, ces radicaux, cette radicalité sociale, donc en clair, les léninistes, vivent leur occasion historique de démontrer
que l'économie de marché, le libéralisme, etc. ne fonctionnent pas. Vous voyez plein d'échos dans la presse en ce moment. Simplement, les léninistes sont ravis car entre les gilets jaunes, les grèves de la retraite et le virus, ils enchaînent les opportunités historiques. Ils sont donc très mobilisés. Et dès lors, le danger est simple, c'est qu'ils soient capables de contaminer, au sens biologique du terme, c'est le moment d'en parler, de contaminer les mentalités et de mettre en place des systèmes qui visent à ralentir, voire à refuser la reprise du travail. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que tout dépend de votre lien avec les autres syndicats, certes, mais également avec ces syndicats radicaux. Nous avons des clients où aujourd'hui, notamment Syndicaliste Sud dans le retail, qui fait un travail formidable pour expliquer que la reprise dans les magasins est une impossibilité majeure et ça fonctionne très bien auprès des vendeurs et des vendeuses. A contrario, vous avez sans doute vu que hier, CGT, CFDT et Sud, chez Amazon, ont adressé une lettre à la direction pour demander l'organisation de la reprise du travail. Ben évidemment, ils se sont rendus compte que les entrepôts basés aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, je ne sais pas où, livraient désormais la France. Et là, ça pose un autre problème, c'est que la base leur a fait savoir que cette base était quand même désireuse de garder ses emplois. Donc, vous voyez, c'est trois situations qui appellent trois dangers différents dont il faut se prémunir. Vous devez les étudier et vous devez, regardons finalement la synthèse de tout cela, c'est que faire. Alors, que faire? J'ai choisi le titre volontairement, c'est l'ouvrage majeur de Lénine qui opère sa bascule dans une forme de lucidité pour prendre le pouvoir en 17, et ça fonctionne. Donc, que faire? Alors, nous retrouvons nos populations préférées, c'est-à-dire les Shadocks et les Jibi, qui sont des modèles de raisonnement français. À notre tour de travailler sur 4 occasions historiques, 4 occasions uniques. Le premier point qui, pour nous, est central, la confiance ne se décrète pas. En revanche, la capacité de construire se démontre en traitant les sujets qui sont réellement importants pour les salariés. Bien sûr, une majorité de ceux-ci seront certainement très importants pour l'entreprise, mais pas seulement. Et la pire erreur serait de balayer d'un revers de la main des sujets en expliquant que finalement, ce n'est pas si important que ça. Si c'est important pour le personnel, si ça compte pour le personnel, c'est ça qui compte. Et la capacité de construire seule pourra ensuite créer de la confiance. La confiance ne se décrète pas. Donc, la question que je vous adresse, que faire, c'est quels sont les sujets qui comptent aujourd'hui réellement pour le personnel? Incident historique, en 1936, lorsque les accords de Grenelle sont signés, ce qui est absolument incroyable, c'est que la CGT signe les accords, les usines ne se vident pas. Pourquoi? Les attentes du personnel n'étaient pas celles qui avaient été négociées par la CGT en 1936. Et c'est le président du conseil de l'époque, Léon Blum, qui aura l'idée d'accorder aux grandes dames du patronat les 15 jours de congés payés. Et vous connaissez l'histoire et la mythologie et l'imagerie qui s'en dégagent derrière. Retenons bien de cette expérience historique, même une CGT en 1936 ultra dominante n'est pas réellement en phase avec les attentes du terrain. Donc, quels sont les sujets qui intéressent réellement le terrain? Et c'est là où il vous faut mobiliser vos réseaux, vos managers, vos leaders d'opinion. Et où la crise peut être bénéfique car ils auront envie de contribuer. Le deuxième point, c'est, je le disais, les preuves. Ce dialogue social se construira positivement et créera de la confiance à partir du moment où vous êtes capable de donner des preuves. Et le danger là est d'aller trop vite. Les preuves, c'est chez un client par exemple, avant que le décret autorisant soit publié, on n'était même pas au courant que ça allait d'ailleurs être fait, on a mis en place un CSE hebdomadaire. Et aujourd'hui, compte tenu des difficultés de terrain, on a, écoutez bien, un CSE quotidien. Alors, je vous rassure, il est court, mais je peux vous garantir que c'est extrêmement important pour les syndicalistes parce que le télétravail a aussi un inconvénient. La confiance en télétravail, en visioconférence et autres,
c'est beaucoup plus difficile parce que le langage non verbal, on ne le voit pas. Et c'est un des enseignements principaux d'ailleurs des difficultés du management par le télétravail qui ressort cette semaine par des sociologues et des psychologues du travail. Non seulement le rapport au travail change en télétravail, mais en plus, ma relation à l'autre est significativement bouleversée car je suis perturbé dans la mesure où je ne comprends pas, où je ne vois pas son langage corporel. Et je ne peux donc pas m'ajuster. Troisième occasion extrêmement forte, historique, voire unique, la CSSCT, vous le savez, avait été vidée des pouvoirs de nuisance que contenait le CHSCT du fait de la grave dérive qui s'était produite depuis 1982. La CSSCT, pour autant, n'est pas correctement installée dans le paysage des institutions. Alors si, d'un point de vue légal, c'est certainement très bien organisé, calendarisé, et les comptes rendus, etc. Mais aux yeux des salariés aujourd'hui, ça n'est plus la même chose et la crise avive les inquiétudes au poste de travail en matière d'hygiène, sécurité, conditions de travail. C'est l'occasion rêvée pour promouvoir la CSCT chez un client, une belle usine textile, il en reste encore en France. La CSSCT a été présente tous les jours car il a fallu redémarrer assez vite les ateliers et notamment pour la fabrication de masques. On a eu des volontaires parmi les opérateurs, parmi les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres. Ça a été la base du volontariat. Et la CSSCT a été présente tous les jours avec bien sûr l'ingénieur sécurité et l'équipe HSE. Ça a donné une ambiance, un climat social formidable. Quatrième occasion historique, c'est, j'en suis tout à fait d'accord avec le volet optimiste qu'Armand évoquait tout à l'heure, c'est l'occasion unique de démontrer l'immense accumulation de bonne volonté, de petits gestes qui font la différence, des volontaires qui font que des usines, des bureaux ont déjà pu redémarrer. Et on a aujourd'hui des clients qui sont à 90% de capacité de production. Simplement, ils ont tous redémarré de manière assez progressive. Et si vous prenez par exemple le cas de Lubrizol, dont on a beaucoup parlé, c'est quand même un sacré cas, Lubrizol. Lubrizol aujourd'hui est à plus de 90% de capacité de production. La crise qu'ils ont vécue a été telle, et avec un paysage syndical complet, vous voyez bien ce que je veux dire, dans le domaine de la chimie, avec les fédérations que cela concerne, Lubrizol est à plus de 90% de capacité de production. Pourquoi ? La crise vécue a été si sévère que la direction aurait pu dire on continue, business as usual. Non, ils ont mis en place des procédures de communication, des procédures de dialogue social qui sont tellement puissantes et qui donnent tellement de preuves à tout le monde qui veulent s'en sortir et sauver le site, que le personnel a suivi et que tout le paysage syndical a non seulement suivi, mais est acteur actuellement de ce changement. Donc, dans tous les domaines, y compris les plus difficiles historiquement, on peut trouver des solutions. Alors, après ces quatre occasions uniques, historiques, ceci nous amène à un autre point qui me paraît extrêmement important, c'est profiter de ce moment historique pour mettre en place, renforcer, conforter ce que nous appelons le cercle vertueux du dialogue social. De quoi s'agit-il ? Historiquement, vous le savez tous, vous avez de l'expérience, vous avez de la bouteille, j'ai vu la liste des invités, des participants. La boîte noire du dialogue social, c'était je prends un syndicaliste, le DRH prend un syndicaliste avec lui ou une syndicaliste, on signe un accord, personne n'est au courant, mais ce n'est pas grave, on a respecté le légal et c'est applicable. Aujourd'hui, c'est non seulement peu performant, mais c'est une erreur de procéder comme cela. Ce que nous appelons et pratiquons le cercle vertueux du dialogue social, c'est, et la crise donne une occasion unique de le mettre en place et de le conforter, une information régulière. Bon, pendant la crise, elle est même permanente, mais en temps normal, elle sera régulière. Ce qui donne lieu à des concertations sur des sujets dont on a détecté qu'ils sont intéressants, les sujets intéressants aux yeux du personnel. Et certains sont intéressants juste aux yeux de la direction, certains sont intéressants juste aux yeux des syndicats. C'est la vie sociale, c'est comme ça que ça se passe. Dès lors, la concertation permet, sans enjeu légal, c'est ça qui est très important,
sans enjeu légal, de créer des points de convergence, de se rendre compte que parfois, on est d'accord sur un fait et qu'on n'est pas d'accord sur tel sujet, telle manière de voir les choses. Mais ce n'est pas grave. C'est un signe de maturité du dialogue social. Et après, bien sûr, tout le volet légal passe en négociation quand c'est obligatoire, mais aussi, on est capable de prendre l'initiative et de lancer des négociations issues de concertations sur des sujets d'un intérêt commun et où on a décelé des convergences positives. Vous voyez qu'il n'y a pas que la convergence des luttes, il y a aussi la convergence des sujets. Et ceci nous amène à ensuite examiner un point qui traditionnellement est plutôt oublié. Bon, pas dans vos entreprises, bien sûr, mais dans les autres que l'on connaît, c'est en général le cas. L'application du système d'accord qui est en place. Quand on analyse cela, eh bien, une dégradation du climat social ou une attitude beaucoup moins positive des syndicats est souvent due au fait que l'application concrète d'accords n'est pas correcte, n'est pas conforme. Alors, pour des tas de raisons, l'urgence client, l'urgence du siège aux États-Unis, que sais-je. Et l'application dépend du manager. Et le manager, vous connaissez l'adage, on manage comme on est managé. Quand il reçoit la pression, il la multiplie. Or, justement, aujourd'hui, nous faisons du cercle vertueux du dialogue social une nécessité pour accompagner l'entreprise dans sa transformation. Simplement, le point nodal, le point caractéristique qui va nous permettre d'identifier cette qualité de dialogue social, c'est la qualité de l'application. Puis je ne parle même pas du suivi des accords ou de l'accord, c'est en général le mythique titre 6 ou chapitre 6 de l'accord qui prévoit qu'une commission se réunit une fois par an, et puis la deuxième année, elle se réunit plus ou moins. Mais avant-hier matin, j'étais avec une DRH et des syndicalistes dans une réunion à laquelle nous participions, et les syndicalistes ont fait bonnement remarquer, c'est formidable, mesdames et messieurs de la DRH, vous voulez relancer une négociation, vous avez bien raison, c'est formidable. Simplement, on n'a toujours pas le bilan de l'année dernière alors qu'on avait signé l'accord. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment sérieux? Donc, on voit bien, on retrouve les dangers, les situations dont je vous parlais tout à l'heure, et ces notions d'application et de suivi deviennent déterminantes. Et combien de fois aujourd'hui j'entends un syndicaliste qui dit « Oui, je suis bien d'accord. Le prochain accord qu'on va négocier est hyper important pour l'entreprise. Mais les 3 derniers accords qui étaient plus ou moins importants, je les ai signés, ils ne sont pas appliqués correctement. Et mes électeurs me le reprochent, et mon équipe syndicale me le reproche. Donc, je suis désolé, mais le facteur social frappe toujours 2 fois. Vous ne m'avez pas joué le jeu, vous n'avez pas joué le jeu avec moi. Je n'ai pas d'autre choix que de ne pas signer le prochain accord. Sinon, je serais réputé comme le syndicat à la solde de la direction. Et j'ai bien compris que c'était hyper important. Ce n'est pas de bol pour l'entreprise, ce n'est pas de bol pour moi, ce n'est pas de bol pour les salariés, mais je ne peux pas faire autrement. De ce point de vue-là, la responsabilité DRH, DRS est hyper importante. Alors ensuite, si on poursuit notre chemin, nous allons à présent vers les 4 impératifs que nous dégageons. S'inspirant de la sociodynamique, vous le connaissez, le véritable point de bascule, le véritable point qui fera que votre dialogue social sera dans la durée performant, c'est identifier vos alliés syndicalistes, les valoriser, les aider, et surtout en ce moment. Je vous rappelle qu'un allié syndicaliste se définit par quelqu'un qui n'est pas irréductiblement opposé à moi, au projet de l'entreprise, à ce projet d'accord. En période de crise, il peut arriver que des syndicats s'opposent à vous en disant « mais c'est pas possible, là on ne peut pas ». C'est ce qui s'est passé pour PSA avec la CFTC et la CGC. Mais PSA a eu l'intelligence de considérer que, oui, pour une fois, CGC et CFTC pouvaient s'opposer, peut-être avec une grande intelligence, à leur projet d'accord et qu'il valait mieux repousser la reprise du travail. Et si on prend toujours dans l'automobile l'exemple de Toyota, c'est assez remarquable, le fait d'avoir signé un accord de reprise partielle en disant on fait un bilan, on produit que 50 voitures la première semaine, et ceux qui ont travaillé dans l'automobile voient bien ce que c'est que produire 50 voitures. Et la semaine d'après, on produira 75 et la semaine d'après, on fera 100. Oui, c'est au sens propre du terme, du toyotisme, du lean intelligemment appliqué, c'est-à-dire qu'on fait du 5-minute meeting plusieurs fois par jour et une fois par semaine, on fait un gros meeting
pour faire le point, voir ce qui a fonctionné et corriger. Et là, on travaille avec ses alliés. Un allié syndicaliste, je répète, est celui qui n'est pas irréductiblement opposé au projet et à vous. Ensuite, les irréductibles, les opposants, ne perdez pas de temps avec eux, cornérisez-le, c'est très simple. Puis, nous avons ensuite un point clé sur lequel je reviendrai tout à l'heure dans la prochaine diapo, c'est l'importance du social pour les managers, ça c'est décisif. Et puis enfin, ce qu'on appelle l'organigramme invisible aujourd'hui, c'est le nouveau mot tendance, les galériens, les grognards, les leaders d'opinion, tous ceux qui comptent, attention, ils ont leur mot à dire, surtout aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, la crise est la période idéale pour les repérer, et la crise est la période idéale pour repérer ces talents du social, jusqu'alors invisibles, et peut-être seront-ils intéressés par le fait de prendre plus de responsabilités dans le domaine social, donc dans le paysage syndical, car ma conviction est qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, du fait de cette crise, aucune entreprise ne peut se désintéresser de son paysage syndical. Passons au manager précisément. Aujourd'hui, ce qui définit notre doctrine pour le manager est la clé de la réussite, parce que c'est lui, on peut faire tout ce qu'on veut en dialogue social, tout ce qu'on veut en reprise. Si on oublie le manager de proximité, on court trop de risques. Donc, le manager, premier rôle. Comment le transformez-vous, le confortez-vous dans sa mission, dans son rôle de premier représentant de la direction et de l'entreprise, et également de son équipe, ce qui implique bien évidemment une dialectique fine avec le représentant de proximité ou le délégué qui est dans son équipe, que ce soit dans une tour à la défense ou dans une usine chimique. Troisièmement, c'est, et on le voit aujourd'hui, c'est lui le capteur de proximité, c'est lui qui révèle les signaux faibles, c'est lui qui fait remonter tout ça. C'est le premier acteur du climat social. Est-il formé à cela? Comment fonctionne-t-il avec cela? Et puis, bien évidemment, c'est le premier acteur de la transformation. Et ces quatre rôles du manager se définissent, se résument, se cristallisent autour d'un mot, l'incarnation. Comment facilite-t-on le fait pour le manager d'incarner ces quatre rôles? Merci Jean-François. Merci Jean-François pour ton intervention. Donc, je t'invite à effectivement rester bien avec nous pour pouvoir répondre aux questions de nos participants. Je vais donc vous proposer, j'ouvre dès à présent notre séquence d'échange, de partage. N'hésitez pas à me faire part, bien évidemment, de votre souhait d'intervenir et je vous donnerai avec grand plaisir la parole dans ce cadre-là. J'ai déjà noté une question dans le cadre de notre chat, sachant que Jean-François, tu as apporté aussi des éléments de réponse à l'intervention tout à l'heure de M. Mistelli. Tu as également apporté, je dirais, des compléments sur le rôle du manager qui faisait partie des questions qui nous ont été précédemment posées. Et j'ai une autre question cette fois-ci qui concerne plus spécifiquement l'impact du télétravail sur le fonctionnement des organisations syndicales, donc un petit peu notre retour d'expérience Cardinal Sud sur ce point. Je vais juste, moi, faire part d'un retour que j'ai eu, c'est l'un de nos clients dans la pharma, au-delà de, je dirais, du dialogue social institutionnel, qui fonctionne comme il peut avec les moyens, je dirais, qui peuvent être ceux de l'entreprise. Nous avons un client qui aujourd'hui met quotidiennement en place un point avec ses élus court, un point avec ses organisations syndicales, en tout cas ses leaders syndicaux, pour vérifier quel est l'état du climat social, quelle est la température ambiante. Donc, on est au-delà du cadre strictement institutionnel, on est vraiment dans la relation avec cette volonté de pouvoir quotidiennement, justement, par téléphone, le moyen, c'est par téléphone, pas nécessairement par visio, mais au travers d'une conférence téléphonique, avoir un échange qui va durer 15 minutes, 30 minutes maximum. Jean-François, si tu souhaites compléter éventuellement. Sur le plan d'adaptation des syndicats effectivement, au télétravail, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est, et c'est mon conseil au vu de ce que j'ai constaté, dès qu'il y a possibilité de se retrouver sur le terrain, privilégiez-le.
parce que le syndicaliste se sent très mal à l'aise par nature en télétravail ou en visioconférence. Ou bien s'il se sent hyper bien à l'aise, méfiez-vous, c'est qu'il a déjà un lourd passé d'apparatchik. C'est-à-dire soit hyper léniniste, soit hyper déconnecté de la réalité. Donc, dès qu'on peut, contact sur le terrain. Et un syndicaliste, en ce moment même, doit retrouver la joie, le plaisir du contact avec le terrain. Et vous devez aussi pouvoir lui démontrer que c'est là qu'il est le plus légitime. Il doit en retirer une fierté et une efficacité qui lui seront très utiles et une nouvelle légitimité. Les syndicalistes, historiquement, ces dernières années, vous l'avez vu, n'arrêtent pas de se plaindre, à juste titre. On n'a plus de moyens, bon, discutable. On est de moins en moins représentatif du terrain, ça c'est vrai. On est en difficulté parce qu'on ne sait pas vraiment ce que fait la direction, ça arrive. Mais simplement, tous les temps passés en réunion avec la direction, c'est formidable, mais c'est complètement déconnecté du terrain. Et les ordonnances Macron ont eu pour conséquence de centraliser, de concentrer la connaissance de l'entreprise chez les syndicalistes sur certaines personnes. Or, ce qui marchera et ce qui marche actuellement pour la reprise du travail, que ce soit dans une tour à la Défense ou ailleurs, c'est la capacité de fonctionner. Une tour à la Défense, 3 étages avaient été évacués le 16 mars, 15 mars exactement. 15 mars, c'est ça. La reprise du travail, vous l'imaginez, n'a pas été simple. Eh bien, même dans une tour à la Défense, avec des bacs plus 40, eh bien, il a fallu que la CSSCT, composée de bac plus 40 également, se déplace sur les lieux de travail et fonctionne. N'oubliez pas que même un bac plus 40, c'est un être humain qui a 5% de rationalité et 95% d'émotionnel et d'irrationalité. Et c'est ça qui fonctionne. Donc, pour le syndicalisme, un seul mot d'ordre, c'est l'occasion unique du retour au terrain. La visioconférence, c'est bien. On a des clients qui ont réussi à faire des choses formidables, mais simplement, plus ils ont tardé à faire des visioconférences, plus ça a été difficile. Ça a marché quand ils étaient capables d'en mettre en place tous les 2 jours, voire tous les jours en visioconf. Parce que malgré tout, une certaine proximité s'installe. Mais c'est loin d'être aussi efficace que le terrain. Merci Jean-François pour ce complément. J'observe effectivement, voilà, j'ai une demande d'intervention. Je vais donc passer la main à Jean-François. Je vous invite à prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Parfaitement. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis un autre Jean-François. Je voulais aller dans le même sens en matière de visioconférence. Nous faisions, entre ressources humaines, beaucoup de visioconférences jusqu'à présent, mais en matière de relations sociales, on n'en faisait jamais. Il se trouve que notre entreprise est dispersée sur 350 sites et qu'on vient donc d'introduire les visioconférences dans les relations sociales et que ça marche finalement pas si mal. Et on les a densifiées. On n'a jamais fait autant de relations sociales que depuis 1 mois et demi. Au niveau central, on aura fait plus de réunions qu'en une année entière. Et sur le plan local, c'est la même chose. Les CSSCT auront travaillé quasiment tous les 3 jours parce qu'il y avait, depuis le début de la crise, finalement, énormément de choses à voir. Des textes juridiques qui arrivaient au compte-gouttes de façon régulière, qu'il fallait analyser avec les partenaires sociaux. Et puis des tentatives de relance, puisque nous, on est dans la distribution, donc les magasins étaient fermés et petit à petit, on a voulu les rouvrir. Donc au départ, c'était des relations sociales autour de la solidarité. Ça, c'était le début de la crise. Et puis ensuite, autour des tentatives de reprise, le e-commerce et puis le drive, et puis maintenant, préparation des réouvertures des magasins. Donc énormément de choses à voir, à la fois sur le plan juridique et sur le plan sécurité. Et je trouve que finalement, cette crise aura été un booster, un accélérateur d'évolution, parce qu'on va garder, même après la crise, je pense qu'on va garder cette habitude des visioconférences qui sont quand même mieux que des coups de téléphone, même si c'est vrai, il n'y a pas toute la gestuelle, mais malgré tout, c'est quand même mieux. Et donc, on a cette densité des relations sociales avec les élus, mais aussi avec les organisations syndicales, puisque maintenant, on les réunit au moins 1 fois par semaine séparément. Et il y a toujours, on est étonné qu'il y a toujours autant de choses à se dire. Et donc, si on voit cette évolution. Pardon, Jean-François, si tu le permets, on est bien d'accord que les visioconférences que tu vas faire évoluer sont bien celles au niveau groupe. Alors,
et au niveau central et au niveau local. On a à peu près 40 CSE locaux et je pense qu'on continuera à en faire peut-être au moins au niveau de leur commission. Ce sera l'occasion de rebooster les commissions locales qui ne fonctionnaient pas toujours très bien. Mais au niveau national, oui, surtout au niveau national, où on va, pour des raisons tout simplement logistiques, parce que c'est très compliqué d'organiser une réunion de CSE centrale. On est 40, il faut faire venir des gens de toute la France. Or là, on se rend compte que finalement, quelques clics et on se réunit. Donc pour nous, ça fait un gros changement et je suis étonné. On a 100% de participation depuis le départ. Et je suis étonné de la richesse des échanges. Même si c'est vrai qu'à 40, ce sont souvent nos représentants syndicaux qui prennent le plus la parole, un peu comme des commissaires politiques. À nous de faire la police pour que les autres prennent la parole également. Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Une illustration? Oui, bien sûr. Hein. Merci. Deux illustrations différentes. Une, dans un siège social, une CSSCT bloquée parce que, comme l'expliquait Jean-François, une organisation syndicale, un leader syndical hors sol, totalement, en raison du télétravail, bref, de l'organisation à distance, a fait de l'idéologie, du doctrinaire et a bloqué totalement le fonctionnement de la CSSCT au moment où il fallait qu'elle se penche plus que ça d'ailleurs, qu'elle travaille réellement sur le sujet des mesures. En réfléchissant avec ce client, nous avons un peu en marge des textes, mais on a tenté de le faire et ça marche, créer une commission ad hoc dans laquelle on trouve les organisations syndicales qui veulent bien travailler sur le sujet, on trouve des managers qui veulent bien travailler sur le sujet, on trouve des représentants de proximité, on retrouve des experts et quelques salariés volontaires, représentants de proximité ou pas d'ailleurs, qui veulent bien travailler sur le sujet. Cette commission ad hoc rend compte de son activité, de ses travaux, des mesures qu'elle propose au CSE, puisque c'est là, effectivement, in fine, au bout du bout, les choses se décident. De l'autre côté, dans le même groupe, mais cette fois dans une usine, les rendez-vous quotidiens avec les élus étaient systématiquement et sont toujours complétés, quand ils ne sont pas d'ailleurs articulés vraiment entre eux, par une communication vers le management de proximité. On est dans une sorte de boucle fermée où les managers remontent les sujets, sont traités dans la journée ou dans l'heure en CSSCT quotidienne, et la réponse redescend si d'ailleurs les représentants de managers ne sont pas informellement associés à cette communication à distance. On peut donc, effectivement, Jean-François, vous avez tout à fait raison, c'est l'occasion de revisiter nos fonctionnements et de recréer ou de créer, de faire preuve d'ingéniosité, et ça n'est pas être hors de la légalité, mais vraiment d'être ingénieux au plan des relations sociales pour que, qu'est-ce qu'on cherche à faire, que cette communication soit la plus fluide possible, la direction et le management soient au contact du terrain. C'est là où, effectivement, nos organisations syndicales sont les plus démunies. Donc, c'est une occasion en or pour nous de reprendre la main. Merci Pascal. Je n'ai pas d'autres demandes d'intervention. Il est bientôt 11h15 et nous arrivons au terme de notre webinaire. Donc, j'ai donc bien entendu vos interventions respectives. Je tiens encore une fois à vous remercier tous de la qualité de ces échanges et de votre participation et de l'ensemble des remontées que vous avez pu faire. Rapidement, en synthèse de notre webinaire, je tiens juste à rappeler en tout cas 2 éléments qui sont clés que Jean-François a évoqués. Restaurer le rôle du manager, le rassurer. L'autre point, c'est, on vient de le voir à nouveau, revisiter les modalités concrètes et pratiques de notre dialogue social au quotidien, d'inclure bien évidemment nos représentants du personnel, nos organisations syndicales dans cette manière de revisiter les modalités au quotidien du dialogue social. L'occasion pour conclure de vous présenter notre programme Ligne de vie. La ligne de vie, pour ceux en tout cas qui font du bateau et qui connaissent ce principe, c'est de pouvoir systématiquement toujours rester accroché à bord, de ne jamais tomber du navire et donc de garder tout le monde à bord en sécurité. Donc, je vais laisser le soin à Jean-François de présenter rapidement, dans la minute qui nous reste avant de nous quitter, ce programme d'accompagnement. Merci Yvan.
Ligne de vie, ça vient de nos clients, forcément. C'est leur actualité, c'est leur besoin d'anticipation et surtout leur envie de conserver le cap, voire de faire évoluer le cap, mais toujours en embarquant tout le monde. Alors, Cardinal Sud, c'est l'univers de la mer. La crise en mer, c'est une météo difficile, c'est une météo déchaînée. Et c'est surtout ce qu'on ne veut pas voir en entreprise, c'est-à-dire une météo sociale déchaînée. En conséquence, notre ligne de vie, le programme qu'on vous propose, a pour but de conserver l'équipier dans l'équipage, de conserver l'équipier à bord et capable de réaliser toutes les manœuvres qui permettent non seulement de garder le navire en bonnes conditions de navigation, en capacité de manœuvre, mais en plus, il est toujours manœuvrant donc, et en plus d'atteindre son cap peut-être plus vite et mieux qu'avant. Alors pour cela, on vous propose des fiches techniques tout d'abord, par semaine, chaque semaine, des fiches techniques qui peuvent aussi bien travailler sur le volet d'une gamme managériale très spécifique, sur comment négocier les points de vigilance, les points forts d'un accord collectif qui vous aidera particulièrement sur tel ou tel point de l'après-crise ou de la sortie de crise. Une plateforme d'échange qui en fait est une plateforme de chat, si vous voulez, parce qu'il s'agit là de mettre en commun les expériences. C'est confidentiel, nos consultants répondent à chacun de vous, mais en crise, une certitude nous habite et nous la constatons tous les jours. Personne n'a de baguette magique, c'est de la connaissance de ce qui se passe, de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas, que naît le succès. Et c'est cela que l'on met à votre disposition à travers cette plateforme de chat, avec cette fluidité d'échange avec nous et surtout la capitalisation des bonnes pratiques. Et puis, bien évidemment, du conseil personnalisé. Récemment, cette semaine, pour être très précis, nous avons traité le cas d'un délégué particulièrement vindicatif et non pas vendicatif, qui en fait empêchait de redémarrer un atelier, tout simplement par un simple pouvoir de nuisance, ce qui est évidemment inacceptable à tout point de vue. Ça peut être aussi, je le citais à l'instant, comment faire redémarrer le travail ou poursuivre le travail dans de bonnes conditions dans une tour à la Défense. C'est finalement aussi la capacité à prendre en considération toutes ces différentes populations, les 4 fois 25% présentés par Pascal au début, les hors-jeux, les déboussolés, etc. Comment faire pour que tout ça, ça fonctionne bien de nouveau ensemble, pour parler jargon, que cela refasse société et que cela recrée de la performance. Et finalement, pour garder votre cap, c'est ce qu'on vous propose. Et évidemment, si cela vous intéresse, c'est très simple. Vous contactez Pascal, Yvan ou moi, vous avez nos coordonnées et on travaillera avec vous sur l'analyse de vos besoins et la réponse personnalisée que l'on peut vous apporter. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce webinaire. J'en profite et nous profitons avec l'ensemble de l'équipe Cardinal Sud pour vous saluer et vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.